Si vous détenez un ETF MSCI World, une partie de la liquidité qui a apporté vos actions américaines ces dernières années vient d'un endroit que vous n'auriez jamais soupçonné. Un pari sur les taux d'intérêt japonais. Un pari que vous n'avez jamais passé vous-même. Et ce pari est en train de se déboucler. Le 1er juillet 2026, le yen est tombé à son plus bas niveau face au dollar depuis 1986, près de 40 ans. 162 yens pour un dollar, 186 yens pour un euro. Vous allez me dire, le Japon, le yen, ça ne me concerne pas. Je n'ai pas un seul actif japonais dans mon portefeuille. Sauf que si. Parce qu'entre le yen et votre ETF World, il y a un fil invisible. Un fil qui, la plupart du temps, ne fait aucun bruit, ne se voit même pas. Mais quand il se tend trop, il claque. On l'a vu en 48 heures en août 2024. Et aujourd'hui, ce fil est plus tendu qu'il ne l'a jamais été. Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer ce fil, d'où il vient, pourquoi il se déboucle en ce moment même et surtout le seul réflexe qui protège un portefeuille français quand une grande monnaie se retourne. Et si vous préférez avoir tout ça sous forme de plan concret plutôt que de vidéo, j'ai mis en description ma formation gratuite 10x10. 7 jours, une leçon par jour en français, on y reviendra. Reprenons depuis le début tranquillement. Pour comprendre pourquoi le yen à 162 vous concerne, il faut comprendre une mécanique qui porte un nom un peu barbare, le carry trade. La traduction en bon français, emprunter là où c'est presque gratuit, pour placer là où ça rapporte. Voilà l'idée. Pendant plus de 20 ans, la Banque du Japon, la BOJ, la Banque centrale japonaise, a maintenu ses taux d'intérêt à zéro ou même en dessous de zéro. Emprunter en yens ne coûtait quasiment rien. Alors, des acteurs financiers du monde entier ont fait la chose la plus logique du monde. Ils ont emprunté en yens à taux quasi nul et ils ont placé ailleurs, là où ça rapportait, des obligations américaines, puis de plus en plus des actifs risqués comme les grandes sociétés technologiques américaines. Et je vais être précis parce que c'est là que beaucoup de vidéos exagèrent. Je ne vous dis pas que la hausse du Nasdaq, c'est le carry trade. Ce serait faux et vous auriez raison de me le reprocher. Les profits des entreprises, l'innovation, la politique de la Fed, la Banque centrale américaine, jouent le rôle principal de cette croissance. Ce que fait le carry trade, c'est autre chose. Il ajoute du carburant. Une partie de la liquidité mondiale, y compris celle qui alimente les marchés américains, a été financée par du yen à bas coût. Et comme toujours en finance, ce qui amplifie à la hausse, amplifie aussi à la baisse. Et cette liquidité, elle atterrit là où l'argent va aujourd'hui par défaut, les indices. Aux États-Unis, en 2026, les fonds indiciels et ETF pèsent désormais plus lourd que toute la gestion active. Plus de 21 000 milliards de dollars. Donc, même si vous, personnellement, vous n'achetez pas l'Amérique, une grande partie du capital mondial y est mécaniquement dirigée. Et vous, avec votre ETF World, vous êtes dans le même flux. Avant d'aller plus loin, et parce que ce que je viens de décrire, la plupart des gens ne l'ont jamais envisagé dans leur vie, une chose simple. Si je vous demandais aujourd'hui de quoi dépend vraiment la valeur de votre portefeuille, vous pourriez me citer les 3 ou 4 leviers cachés qu'ils tiennent? La plupart des gens ne peuvent pas le faire et ce n'est pas un reproche, hein, personne n'a intérêt à ce que vous regardiez sous le capot. Ma formation gratuite 10x10 vous montre ces ressorts un par un dans votre propre allocation. Le lien est en description, c'est gratuit et c'est en français. Au passage, j'aimerais savoir, quand vous avez acheté votre premier ETF World, est-ce qu'on vous a expliqué ce qu'il y avait vraiment dedans? Ou est-ce qu'on vous a juste dit, c'est mondial, c'est diversifié, ne vous inquiétez pas? Dites-le moi en commentaire, je lis tous les commentaires et j'y réponds. Maintenant, une question que personne ne pose. Pourquoi le Japon a-t-il laissé durer ce système pendant si longtemps? Parce que ce n'est pas un accident. Le Japon a toléré cette situation. Il l'a même encouragée pendant des décennies. Un yen faible, ça soutient ses exportations. Ça l'aide à lutter contre une déflation chronique installée depuis les années 90 et ça lui permet de vivre avec l'une des dettes publiques les plus lourdes du monde développé. Impossible, dans ces conditions, de monter les taux brutalement. Le carry trade pour le Japon, ce n'était pas une faille du système. C'était une pièce du système, un rouage. Et le résultat, c'est que le Japon est devenu l'un des plus grands financeurs de la planète. À lui seul, il détient aujourd'hui environ 1200 milliards de dollars de dette américaine. C'est le premier créancier étranger des États-Unis devant la Chine. Et retenez bien ça, le pays dont la monnaie s'effondre est aussi celui qui finance une partie de l'Amérique. Alors,
Qu'est-ce qui change? Bah, 2 choses et en même temps. La première, on l'a vu en direct. Le 5 août 2024, la BOJ a commencé à relever ses taux. Le yen s'est brutalement renforcé et tous ceux qui avaient emprunté en yen ont dû faire machine arrière en catastrophe. La bourse de Tokyo, le Nikkei 225, a perdu 12,4% en une seule séance. La Corée du Sud a dévissé de près de 9%, au point de déclencher une coupure automatique des cotations. Et le problème ne s'est pas cantonné à l'Asie. On a assisté au plus gros choc sur l'ensemble des marchés mondiaux depuis le crash du Covid en mars 2020. Tout ça déclenché par un seul simple ajustement de taux à Tokyo. La deuxième, c'est celle que presque personne ne raconte et c'est la plus importante. Depuis, la BOJ n'a pas arrêté. Elle a continué à monter ses taux jusqu'à 1% le 16 juin 2026, son plus haut taux depuis une trentaine d'années. Et pour la première fois depuis des décennies, placer son argent au Japon rapporte à nouveau quelque chose. Les taux des obligations japonaises sont remontés à leur plus haut depuis les années 1990. Le résultat concret? Les investisseurs japonais commencent à ramener leur argent chez eux, au Japon. Rien qu'au premier trimestre 2026, ils ont vendu près de 30 milliards de dollars d'obligations américaines, le plus gros mouvement de ce genre depuis 4 ans. Le fil ne se contente plus de se tendre, il commence doucement à être tiré dans l'autre sens. Et c'est là que ça devient sérieux pour vous, parce qu'il y a un chiffre que je garde depuis le début, parce qu'il change la façon dont vous allez lire la situation. Le voici. Aujourd'hui, les paris contre le yen, les positions qui misent sur un yen qui sera toujours plus faible, ont atteint un niveau record. Jamais dans l'histoire, il n'y a eu autant d'argent parié dans le même sens sur cette monnaie. Plus qu'en 2007, juste avant la crise des subprimes. Pourquoi c'est un problème? Parce qu'un pari où tout le monde est du même côté, c'est un ressort qui se comprime. Tant que rien ne bouge, tout va bien. Mais le jour où le yen se retourne franchement, une hausse de taux plus forte que prévu, une intervention des autorités japonaises, un simple changement de ton, tous ces paris doivent se déboucler en même temps. Et quand tout le monde court vers la même porte de sortie au même moment, bah, ça donne exactement ce qu'on a vu le 5 août 2024. Sauf que le ressort, cette fois, est encore plus comprimé. Et on a vu que les capitaux japonais avaient déjà commencé à rentrer. Et je vais être honnête avec vous, parce que c'est plus utile que de vous faire peur. Je ne sais pas quand ça se déclenchera pour de bon. Personne ne le sait. Ceux qui vous donnent une date précise, ben, ils inventent. Ce que je sais, en revanche, c'est que ce ressort japonais est relié, par le fameux fil, à la liquidité qui porte vos actions américaines. Et qu'un portefeuille français typique n'a aujourd'hui aucune protection contre ce scénario. Alors, laissez-moi vous montrer pourquoi sur un cas que j'ai vécu dans ma propre chair, c'est pertinent pour vous. En 2016, j'avais un placement en dollars. Sur l'année, il a fait plus 8%, donc j'étais content. Un bon rendement, propre, mérité. Sauf que pendant ce temps-là, l'euro s'est renforcé de 10% face au dollar. Et quand j'ai converti mon gain américain en euros, pour voir ce qui valait vraiment dans ma vie de tous les jours, bah, j'étais à moins 2%. Vous entendez bien, j'avais raison sur l'actif, j'avais gagné 8% et j'ai quand même perdu de l'argent uniquement à cause du taux de change. Ce jour-là, j'ai compris une chose que je n'oublie plus. Le rendement d'un actif étranger, c'est le rendement de l'actif plus ou moins le mouvement de la devise. Et la devise, ce n'est pas un détail qu'on regarde à la fin, c'est parfois toute l'histoire. Votre ETF World, il est bourré d'actifs en dollars. La devise, ce n'est pas un détail dans cette situation. C'est le fil, le fameux fil. Alors, avant d'aller plus loin, je veux être honnête et vous donner l'argument contraire, parce que c'est un bon argument et vous allez l'entendre de partout. L'argument, c'est celui du bon sens tranquille. Il vous dit, écoutez, tout ça c'est très abstrait. Un ETF World, bah, c'est le monde entier. Par définition, c'est déjà diversifié. Vous avez de l'Amérique, de l'Europe, du Japon, un peu de tout. Alors, pourquoi se compliquer la vie avec des histoires de yens et de carry trade? Depuis 15 ans, l'allocation ETF World plus fonds en euros a très bien fonctionné. Ne cherchez pas midi à 14 heures, restez simple. Et vous savez quoi? Sur le principe, ces arguments ont plutôt raison. La simplicité est une vertu en investissement. L'allocation World plus fonds en euros a effectivement été plutôt profitable pendant 15 ans. Je ne vais pas vous dire le contraire. Mais voilà ce que cette voie oublie. Un ETF World, malgré son nom, ce n'est pas le monde, c'est environ 70% d'actions américaines, dominées par une poignée de très grandes valeurs technologiques. Ce n'est pas de la diversification, c'est une concentration avec un joli nom rassurant dessus. Et cette concentration est justement celle qui est reliée
par le fil à la liquidité japonaise dont on vient de parler. Donc, c'est déjà diversifié. Ce n'est pas faux dans l'intention, c'est faux dans les faits. Votre world n'est pas le monde et ce n'est pas de votre faute. Si vous l'avez cru, le mot world vous a été vendu comme une garantie de diversification. Personne dans les brochures ni chez votre conseiller n'avait intérêt à ce que vous regardiez ce qu'il y avait vraiment dans cet ETF. Alors, ramenons tout ça à ce que vous détenez concrètement. Un investisseur français typique aujourd'hui, c'est trois choses. Un ETF World ou un S&P 500, un fonds en euros et parfois un peu d'immobilier. Regardons chacun de ces actifs honnêtement face au fil japonais. L'ETF World, on vient de le voir, 70% de dollars, concentré sur la tech américaine, dans le même flux de liquidité que le fameux carry trade. Si le ressort se débloque comme en août 2024, il encaisse une partie du choc. Alors, c'est pas une prédiction de crash que je fais. C'est simplement reconnaître que votre principale ligne d'investissement est exposée à un risque de change et de débouclage que vous ne voyez même pas. Le fonds en euros, lui, ne vous protège pas non plus. Alors, il vous protège, mais autrement. C'est de la dette en euros. Il ne bougera pas avec le yen. Mais il ne vous offre aucune jambe alternative. Si le régime monétaire mondial se réajuste, vous restez adossé à deux devises, l'euro et indirectement, via vos actions, le dollar. Vous n'avez aucun contrepoids. Et l'immobilier français, je ferai une vidéo dédiée, c'est un sujet à part, mais retenez juste ceci, ce n'est pas une diversification de change. C'est une ligne de plus dans la même zone euro. Alors, le point commun des trois actifs, ils sont tous du même côté du fil. Aucun n'est construit pour le jour où une grande monnaie se retourne. Et vous, aujourd'hui, si vous ouvrez votre portefeuille, quelle part exactement est libellée en euros ou en dollars et quelle part, honnêtement, est dans autre chose? Alors, prenez 30 secondes, faites le compte et mettez le résultat en commentaire. Je réponds à tous les commentaires. À ce stade, vous voyez bien le problème. Et c'est là qu'on me dit toujours la même chose. Bon, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout vendre? Parier contre le yen? Devenir spécialiste des devises? Alors, je dirais non, rien de tout ça. Le bon réflexe n'est ni la panique, ni la radicalité, ni même de devenir trader du forex ou du yen à vos heures perdues. Le seul réflexe à avoir, c'est celui-ci. Reconnaître que la concentration sur deux devises, l'euro et le dollar, qui vous a bien servi pendant 15 ans, est en train de devenir un risque. Et donc d'introduire une jambe, une nouvelle jambe là où il n'y en a pas encore. Pas tout changer, pas tout casser, juste arrêter d'avoir 100% de son patrimoine adossé au même fil. Ça, c'est un travail d'allocation. Ce n'est pas un pari sur une date. C'est une manière de construire son portefeuille pour qu'un retournement de change ne le traverse pas de part en part. Et ça s'apprend en quelques heures. Alors, comment on construit cette allocation concrètement dans le bon ordre, sans se ruiner en frais ni en complexité? C'est tout l'objet de ma formation gratuite 10 x 10. 7 jours, une leçon par jour, en français gratuite. On y reconstruit ensemble un portefeuille qui ne repose pas sur un seul régime monétaire. Le lien est en description et en commentaire épinglé. Pendant 15 ans, un fil invisible a apporté du carburant à vos actions américaines. Il peut aussi un jour se retirer et il est plus tendu que jamais ce fil. La bonne nouvelle, c'est que le moment de s'y préparer, c'est maintenant, pas le jour où ça va claquer. Et si vous voulez voir l'autre face exacte de ce basculement, il faut regarder ce que fait la Chine au même moment. Parce que le régime monétaire qui s'éteint, ce n'est pas seulement une histoire japonaise. J'ai analysé en détail le playbook chinois vers l'Europe dans une autre vidéo. Le yen que vous venez de comprendre et cette stratégie chinoise, c'est le même basculement vu des deux côtés. Et c'est juste la vidéo qui s'affiche.